avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le palais de justice de Manhattan se dressait comme un temple de marbre et de verre, symbole d'une loi censée être aveugle, équitable, incorruptible. Ce matin-là, pourtant, l'air était lourd, chargé d'une tension inhabituelle. Journalistes, caméras et agents de sécurité se pressaient à l'entrée de la salle d'audience numéro 7. Une affaire exceptionnelle allait s'ouvrir. Au centre de toutes les attentions, Richard Langford, millionnaire de l'immobilier, philanthrope de façade, homme adulé par les cercles d'affaires et les plateaux télé. Costume sur mesure, montre suisse hors de prix, sourire confiant, Langford avançait comme quelqu'un qui n'avait jamais connu la peur. Pendant des années, il avait acheté le silence, contourné la loi, écrasé ceux qui osaient se mettre en travers de sa route. Pour lui, la justice n'était qu'un obstacle de plus à manipuler. Mais aujourd'hui, quelque chose n'allait pas comme prévu. Derrière le pupitre des juges, la juge Cassandra Brooks prenait place. Femme noire d'une 50aine d'années, posture droite, regard calme mais pénétrant. Elle n'avait pas hérité de son poste par favoritisme ni par relation. Fille d'un ancien chauffeur de bus et d'une infirmière, Cassandra Brooks avait bâti sa carrière sur une discipline implacable et une réputation d'intégrité absolue. Elle ne criait jamais. Elle n'humiliait pas. Elle écoutait, analysait, puis tranchait selon la loi, uniquement la loi. Lorsque Langford leva les yeux et la vit pour la première fois, un rictus de mépris traversa son visage. Il se pencha vers son avocat et murmura, assez fort pour être entendu. « C'est une blague ? C'est elle qui va me juger ?» Un silence glacé envahit la salle. La juge Brooks leva lentement les yeux vers l'accusé. Son expression resta neutre, professionnelle. Mais Langford, grisé par son pouvoir et convaincu de son intouchabilité, décida d'aller plus loin. « Avec tout le respect que je dois à cette cour, lança-t-il d'une voix arrogante, je remets en question l'impartialité de cette juge. Je pense que quelqu'un avec son parcours ne peut pas comprendre des dossiers d'une telle envergure. » Les murmures éclatèrent. Les journalistes se redressèrent. Les mots n'étaient pas explicitement racistes, mais le message était limpide. La juge Brooks inspira profondément. « Monsieur Langford, vous êtes ici pour répondre d'accusations graves. Je vous conseille de mesurer vos propos. » Mais Langford sourit, sûr de lui. « Je dis simplement la vérité. On sait tous comment ce système fonctionne. Certaines personnes obtiennent des postes pour cocher des cases, pas pour leurs compétences. » Cette fois, la salle explosa en protestations étouffées. L'accusation se leva, scandalisée. Même certains membres de la défense baissèrent les yeux, mal à l'aise. Cassandra Brooks resta silencieuse quelques secondes de plus. Puis elle déclara, d'une voix ferme et posée. « La Cour prend note de vos déclarations. Nous poursuivrons selon la procédure. » À cet instant précis, Richard Langford croyait avoir pris l'ascendant. Il pensait avoir humilié la juge, semé le doute, préparé le terrain pour sa stratégie habituelle, la pression, la manipulation, la chute des autres. Ce qu'il ignorait, c'est qu'en s'attaquant à la juge Cassandra Brooks, il venait de commettre la plus grande erreur de sa vie. Car cette femme qu'il méprisait allait bientôt révéler au monde entier une vérité capable de détruire son empire, pierre par pierre. À la sortie de l'audience, Richard Langford avançait entouré de gardes du corps, le menton haut, comme un roi quittant son trône. Les flashs des appareils photo crépitaient, et les micros se tendaient vers lui. « Monsieur Langford, pensez-vous vraiment que la juge soit partiale ? N'est-ce pas une attaque raciste ?» Il s'arrêta net, se tourna vers la foule et afficha un sourire calculé. « Raciste ? Absolument pas, » répondit-il d'un ton faussement calme. « Je parle de compétences. Quand des milliards de dollars et des milliers d'emplois sont en jeu, on a besoin de quelqu'un à la hauteur. » Les mots étaient soigneusement choisis. Assez ambigus pour éviter un scandale immédiat, assez venimeux pour semer le doute. En quelques minutes, les chaînes d'information en continu s'emparèrent de l'affaire. Les réseaux sociaux s'embrasèrent. Certains défendaient la juge Brooks, d'autres répétaient, mot pour mot, les insinuations de Langford. Dans son bureau luxueux,
au dernier étage d'une tour de verre, Langford jubilait. Faites circuler l'idée qu'elle est émotionnelle, ordonna-t-il à son équipe juridique. Qu'elle a un agenda. Je veux que l'opinion publique doute d'elle avant la prochaine audience. Son avocat principal, Mark Ellison, hésita. Richard, attaquer directement une juge fédérale peut se retourner contre nous. Langford posa son verre de whisky, le regard froid. Tout le monde a un prix. Et ceux qui n'en ont pas, ont des failles. Pendant ce temps, dans un bureau bien plus modeste du palais de justice, Cassandra Brooks relisait le dossier Langford. Des centaines de pages. Des sociétés écrans, des transferts offshore, des dons politiques déguisés. Plus elle avançait, plus un schéma clair se dessinait. Il pense que je vais reculer, murmura-t-elle pour elle-même. Son greffier, Daniel Harris, entra doucement. Madame la juge, vous avez vu les infos? Elle hocha la tête. Oui. Et cela ne change rien. Daniel hésita, puis osa. Vous savez qu'il va tenter une requête pour vous récuser. Cassandra ferma le dossier avec calme. S'il le fait, il devra expliquer pourquoi. Et je lui laisserai cette tribune. Elle se leva et regarda par la fenêtre, les lumières de la ville scintillant au loin. Les hommes comme Langford confondent pouvoir et impunité. Ils croient que l'argent efface les règles. Daniel esquissa un sourire discret. Et s'il se trompait? La juge Brooks répondit, d'une voix basse mais assurée. Alors la loi fera ce qu'elle a toujours fait, elle attend patiemment que l'arrogance commette une erreur. Ce que Cassandra ignorait encore, c'est que cette erreur était déjà en train de se produire, dans l'ombre, là où Langford pensait être totalement intouchable. La deuxième audience s'ouvrit dans une atmosphère électrique. Cette fois, la salle était comble. Des militants pour l'égalité raciale côtoyaient des investisseurs en costume sombre. Tous attendaient le moment où Richard Langford passerait à l'offensive. Dès l'ouverture, son avocat, Mark Ellison, se leva. Votre honneur, la défense souhaite déposer une requête officielle pour la récusation de la juge Cassandra Brooks. Un murmure parcourut la salle. Les caméras se braquèrent instantanément sur le banc des juges. Motif, demanda Cassandra Brooks, impassible. Ellison ajusta sa cravate. Nous estimons que certaines déclarations et l'historique personnel de votre honneur pourraient affecter son impartialité dans une affaire impliquant un homme d'affaires de l'envergure de mon client. Langford se pencha en avant, un sourire satisfait aux lèvres. La juge Brooks posa lentement son stylo. Expliquez à la cour ce que vous entendez par historique personnel. Ellison hésita une fraction de seconde. C'était le piège. Disons que, certaines expériences de vie peuvent créer des biais inconscients. Avant que l'avocat ne puisse continuer, la procureure, Angela Moore, se leva d'un bond. Objection. Cette insinuation est vague, insultante et sans fondement juridique. Objection retenue, déclara la juge Brooks d'un ton ferme. Ma récusation ne peut être fondée ni sur ma couleur de peau ni sur des suppositions. Le regard de Langford se durcit. Pour la première fois, la salle n'était pas sous son contrôle. À l'extérieur, pourtant, la machine médiatique faisait son œuvre. Un ancien employé de Langford, Evan Cole, avait accepté de parler anonymement à une chaîne d'information. Il falsifiait des bilans. Tout le monde le savait. Mais personne n'osait parler, déclara la voix déformée. L'interview fit l'effet d'une bombe. Les actions de Langford Group chutèrent légèrement en bourse. Rien de catastrophique, mais suffisant pour ébranler sa confiance. Dans son bureau, Langford explosa. Trouvez qui a parlé. Je veux sa tête. Mark Ellison tenta de calmer le jeu. Richard, si plus de témoins sortent de l'ombre, la situation peut devenir incontrôlable. Langford serra les poings. Alors nous attaquerons plus fort. Si je tombe, je ferai tomber cette juge avec moi. Pendant ce temps, dans un parking souterrain discret, une voiture s'arrêta. Cassandra Brooks en sortit et fut rejointe par une femme élégante au manteau sombre. Merci d'être venue, Angela, dit la juge. La procureure Moore sortit une clé USB. Nous avons reçu ceci ce matin. Des relevés bancaires. Des virements vers des comptes liés à des politiciens, et à un ancien juge.
Cassandra Brox sentit un frisson parcourir son échine. Il ne se contentait pas de corrompre le système, il l'achetait. Angela hocha la tête. Et il pense encore pouvoir vous intimider. La juge Brox fixa la clé USB quelques secondes, puis déclara calmement. Alors il est temps que la vérité parle plus fort que son argent. Dans l'ombre, Richard Langford continuait de jouer son va-tout, sans savoir que chaque coup qu'il portait rapprochait un peu plus sa chute. Les jours suivants, la pression monta d'un cran. Les médias ne parlaient plus que de l'affaire Langford contre la juge Brox. Ce que Richard Langford voulait, déplacer l'attention de ses crimes vers une polémique raciale et institutionnelle. Ce qu'il n'avait pas prévu, que la vérité, elle, continuait d'avancer en silence. Dans une salle sécurisée du tribunal, Cassandra Brox et la procureure Angela Moore analysaient les nouveaux éléments. Les documents de la clé USB révélaient un réseau bien plus vaste que prévu, sociétés écrans aux îles Caïmans, pots de vin déguisés en dons caritatifs, et surtout, des paiements réguliers vers un compte appartenant à Judge William Hartman, un ancien magistrat influent désormais à la retraite. Il a acheté une partie du système judiciaire, murmura Angela, incrédule. Cassandra hocha lentement la tête. Non. Il a essayé. Et il a laissé des traces. Elle pointa un tableau couvert de noms et de flèches. Langford croit que tout s'achète. Alors il a payé trop de monde. C'est sa faiblesse. Paniqué par la chute continue de ses actions, Langford commit l'irréparable. Lors d'un dîner mondain retransmis en direct, il prit le micro, visiblement agacé. Je suis victime d'un procès politique mené par une juge qui n'a jamais compris le monde des affaires, lança-t-il. Ce tribunal n'est plus un lieu de justice, mais d'idéologie. Les mots firent l'effet d'un séisme. Cette fois, ce n'était plus une insinuation, c'était une attaque frontale contre l'institution judiciaire. Le lendemain matin, Cassandra Brox convoqua une audience exceptionnelle. Monsieur Langford, déclara-t-elle d'une voix glaciale, vos propos publics constituent une tentative d'intimidation de la Cour. Langford tenta de sourire. Je n'ai fait qu'exercer ma liberté d'expression. Non, répondit-elle calmement. Vous avez franchi une ligne. Au même moment, un événement imprévu fit tout basculer. Evan Cole, l'ancien employé, fut arrêté pour un motif mineur. Mais lors de son interrogatoire, pris de panique, il craqua. Il m'a payé pour détruire des preuves, avoua-t-il. Après la première audience. Il m'a dit que la juge ne tiendrait pas longtemps. Cette confession fut enregistrée, consignée, et transmise directement au bureau du procureur fédéral. Angela Moore entra dans le bureau de Cassandra Brox, pâle mais déterminée. Il a essayé d'entraver la justice. Nous avons l'aveu. Pour la première fois depuis le début de l'affaire, Cassandra Brox laissa paraître une émotion, une lueur de gravité mêlée de soulagement. Alors ce n'est plus seulement une affaire de corruption, dit-elle. C'est un crime contre la justice elle-même. Dans sa tour de verre, Richard Langford observait la ville à travers les vitres, nerveux. Les appels se faisaient rares. Les alliés disparaissaient. Il venait de comprendre trop tard une vérité simple. On peut acheter le silence, mais jamais la loi quand elle décide enfin de parler. La salle d'audience était silencieuse comme jamais. Aucun murmure, aucun mouvement inutile. Chacun sentait que l'instant était historique. Richard Langford, autrefois intouchable, se tenait désormais seul à la barre, le visage fermé, les épaules légèrement voûtées. Son costume était le même, mais il ne lui donnait plus aucun pouvoir. La juge Cassandra Brox entra. Tous se levèrent. Elle prit place, ouvrit le dossier final et leva les yeux vers l'accusé. Monsieur Langford, la Cour a examiné l'ensemble des preuves, fraude financière, corruption de responsables publics, tentative de destruction de preuves, entrave à la justice et intimidation de la Cour. Chaque mot tombait comme un marteau. La procureure Angela Moore se leva pour sa plaidoirie finale. Cet homme a cru que son argent le plaçait au-dessus des lois. Pire encore, il a tenté de discréditer cette Cour en attaquant une juge non pas pour ses décisions, mais pour ce qu'elle est. Aujourd'hui, ce tribunal ne juge pas seulement un crime financier, il juge une idéologie dangereuse, celle de l'impunité. Langford voulut parler, mais aucun mot ne sortit.
La juge Brox se redressa. Monsieur Langford, dit-elle d'une voix calme mais solennelle, vous avez utilisé votre richesse pour humilier, manipuler et corrompre. Vous avez cru que la dignité pouvait être achetée. Vous aviez tort. Elle marqua une pause. La Cour vous déclare coupable sur l'ensemble des chefs d'accusation. Un souffle collectif parcourut la salle. Vous êtes condamné à 25 ans de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle anticipée, à la confiscation de vos biens et à l'interdiction à vie d'exercer toute activité financière ou politique. Langford chancela. Les agents s'approchèrent. Alors que la salle se vidait, un journaliste cria. Madame la juge, un mot sur les accusations portées contre vous? Cassandra Brox s'arrêta. Elle se tourna lentement. Je n'ai rien à prouver. La loi, elle, vient de parler. Ces mots firent le tour du monde. Des semaines plus tard, les conséquences furent visibles, des politiciens démissionnèrent, un ancien juge fut inculpé, et le réseau de corruption s'effondra. Dans les écoles de droit, on étudia désormais l'affaire Langford comme un exemple de courage judiciaire. Dans son bureau, Cassandra Brox regardait un portrait de son père accroché au mur. Elle sourit doucement. Cette fois, la justice n'avait pas seulement gagné un procès. Elle avait restauré la dignité.